Bonjour à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous parler de la sortie de notre prochain documentaire Chasseurs de dronistes, réalisé par Charles d'Anjou. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques phrases ce prochain documentaire ? Oui, ce nouveau documentaire complète la série de documentaires sur le conflit russo-ukrainien que nous avons démarré au lancement d'Omerta en septembre 2022. C'est, je crois, le 9e documentaire réalisé côté russe en immersion. À chaque documentaire, on essaie de traiter soit une thématique particulière, soit un endroit du front particulier. Raison pour laquelle on a effectué, je crois, nos documentaires sur l'intégralité de la ligne de front, de la région de Bryansk, voisine avec le Biélarus, jusqu'à la région de Kherson, au sud-ouest des 1200 km de la ligne de front, en passant par Lugansk, Donetsk, Zaporijia, etc. Pour ce documentaire, on a souhaité s'attacher effectivement à suivre en immersion pendant 15 jours une unité de chasseurs de dronistes. Alors ce documentaire, il vient après un précédent qui était consacré à une équipe de dronistes, une unité baptisée Normandie-Yémen qui compte plusieurs Français et qui opérait dans la région de Koursk et qui opère maintenant dans la région de Donetsk. Là, c'est un peu différent. On passe donc des dronistes qui chassent avec leurs drones FPV, leurs drones d'observation, les véhicules blindés, les unités d'infanterie, les chaînes de logistique, à une unité dont la mission est d'éliminer, de repérer et d'éliminer ces dronistes. Et c'est fondamental dans cette guerre, puisque on dit toujours que les dronistes sont omniprésents sur le champ de bataille, que l'avenir de la guerre dépend d'eux. C'est vrai en grande partie, mais on oublie de dire et d'expliquer et de montrer que ces mêmes dronistes, qui sont en fait des fauves sur le champ de bataille, qui ont leur proie, je le disais, les véhicules blindés, les hommes, tout un tas de choses, sont eux-mêmes les proies potentielles, les cibles d'unités spécialisées pour les chasser et les éliminer. C'est donc un documentaire en immersion avec une équipe de chasseurs de dronistes. Et c'est un sujet qui n'a pas été traité, à ma connaissance, par les chaînes mainstream à qui il arrive de faire quelques reportages sur le terrain. Bon, en général, ce n'est pas tellement sur des unités combattantes et c'est assez loin de la ligne de front. Et évidemment, par la chaîne des médias non mainstream, évidemment, c'est traité par personne, puisque il faut le rappeler à nos auditeurs, Omerta est le seul média, mainstream ou non, à se rendre sur le terrain côté russe pour filmer les unités combattantes à proximité ou même carrément sur la ligne de front. C'est le 9e reportage, il va y en avoir d'autres, mais celui-ci, de par sa thématique, réalisé aussi à Bakhmout et Tchassivyar, il faut le dire, c'est un secteur qui n'a jamais été traité côté russe. On a beaucoup parlé de la bataille de Bakhmout au moment des affrontements entre la société militaire privée Wagner et les troupes ukrainiennes en mai 2023, mais aucun journaliste ne s'était rendu à Bakhmout, contrôlé par les Russes. Et là aussi, c'est une exclusivité d'Omerta. Et on va au faubourg de cette ville qui s'appelle Tchassivyar, et qui est très importante, puisque Tchassivyar, c'est l'un des derniers verrous ukrainiens dans le Donbass. C'est une ville qui est à une dizaine de kilomètres de Bakhmout. Et c'est là, sur ce secteur, que se jouent beaucoup des combats en ce moment entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et c'est l'un des secteurs les plus difficiles, les plus actifs du front en ce moment. Alors justement, en parlant du terrain, comment s'est déroulée votre immersion sur le front et quels aspects du terrain pouvez-vous nous donner ? Alors, on fait comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait une immersion le temps nécessaire, j'allais même dire le plus longtemps possible. Beaucoup de reportages réalisés par des médias étrangers, en fait, c'est des allers-retours sur le front, parce que souvent les Russes, d'ailleurs je pense que c'est pareil côté ukrainien, ont des réticences à prendre la responsabilité d'emmener des journalistes là où ça chauffe un peu, voire même beaucoup, pour des questions de responsabilité juridique, et puis aussi, je dirais, perdre un journaliste ou ramener un journaliste blessé, c'est aussi
une menace sur son plan de carrière. Donc on ne trouve pas beaucoup d'unités qui sont d'accord pour emmener des journalistes. Et là, il se trouve que c'est une unité qu'on a déjà suivie, c'est la brigade Piatniachka. C'est une unité composée en 2015 dans la région de Donetsk, qu'on a suivie déjà dans la région de Koursk, puisque au moment où les Ukrainiens entament leur offensive en août 2024 dans la région de Koursk, l'unité Piatniachka est ramenée à la hâte en urgence dans la région de Koursk pour bloquer les Ukrainiens sur une partie du front, ce qu'ils ont réussi à faire. Et on les a suivis, on les a rencontrés, on les a suivis dans cette région de Koursk. Et là, ils ont accepté de nous reprendre sur un secteur qui était nouveau pour eux, puisque dans les unités combattantes, même en temps de guerre, il y a des rotations. Ils sont restés 6 mois dans la région de Koursk et au bout de 6 mois, on leur a demandé de se rendre, de prendre des positions dans la région de Bakhmout et de Chassivyar. Et ils ont accepté de nous reprendre pour une immersion. Et l'immersion, elle est fondamentale, d'abord pour avoir des images, puisque toutes les journées sont actives, il se passe toujours quelque chose. Mais quand on a la caméra au point, plus vous avez le temps de filmer, de faire de plans, de prendre des endroits différents, des personnages différents, etc. Évidemment, plus vous avez de contenu, plus vous avez un reportage qui est riche. L'autre particularité, c'était que comme nous étions en immersion au sein d'une unité de chasseurs de dronistes, il fallait se mettre à leur rythme, à leur tempo et comprendre et accepter les contraintes qui sont celles de leur métier, de leur mission. Et là, en l'occurrence, il leur fallait, en plus de repérer, identifier, alerter sur les drones ukrainiens passant au-dessus des positions russes sur le secteur qui leur était affecté, ils avaient aussi la mission de repérer l'équipe de dronistes qui envoyait ces drones. Et ça a pris plusieurs jours, puisque les dronistes, ils travaillent souvent dans des forêts, dans des bois, mais en général, et c'est le cas en particulier pour les dronistes ukrainiens travaillent très souvent depuis des caves. Ce qui veut dire que pour les repérer, c'est pas automatique, c'est pas rapide. Il faut le temps aux équipes adverses, là aux Russes, de scruter des dizaines, des centaines d'images qu'ils ont captées par leur drone d'observation, leur laisser le temps de travailler ces images, de travailler le relief, de repérer les sites d'atterrissage ou de départ de drones pour qu'ils puissent identifier à coup sûr les équipes de dronistes ukrainiens. Et donc, on était un peu tributaire de ça. Ça fait partie du jeu. C'est un sujet qui est difficile et donc il fallait s'armer de patience. Je dis ça, dans la plupart des reportages, il faut être patient. Il y a des journées où il ne se passe pas grand-chose, des journées qui sont au contraire très actives. Ça fait partie du jeu et je dirais, ça Régis en parlerait, ou Aïcha Missi en parlerait mieux que moi. Il faut, quand on fait du reportage de guerre, c'est ce que j'ai appris en mettant moi-même les mains dedans et en réalisant ce documentaire, c'est qu'il faut oublier sa montre et il faut être patient. Il faut être en même temps, à tout moment, prêt et capable de pouvoir saisir les bonnes images, les bons instants, les bonnes interviews, repérer les bons personnages. C'est comme ça qu'on fait un bon documentaire et je crois que le documentaire, de ce point de vue-là, et aussi parce que je l'ai dit, c'est une exclusivité, c'est un sujet totalement inédit, est un très bon documentaire. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez accompagné une unité spécialisée dans la détection et la neutralisation des opérateurs de drones ukrainiens. Quel est le rôle de ce type d'unité sur le front russe ? Alors, avec l'apparition des drones, on a, comme j'ai dit, des équipes spécialisées dans l'emploi des drones, que ce soit des drones d'observation à grande hauteur, des drones kamikazes de grande envergure, comme les Shahed, les Guéran par exemple, ou les Lancettes, qui sont en fait de petits avions. Et on a des équipes spécialisées sur des drones de plus petite taille, soit des drones d'observation, des Mavic par exemple, qui se trouvent dans le commerce, et des petits drones FPV kamikazes. Et ça aujourd'hui, c'est des milliers d'hommes en fait qui se sont spécialisés sur l'emploi des drones dans des équipes de dronistes. En général, c'est de 3 à 5 personnes. Vous avez le spécialiste
de l'armement pour placer les charges, préparer les charges. Vous avez le spécialiste du drone d'observation. Lui, il est là plutôt pour repérer les itinéraires, repérer les cibles. Et vous avez les pilotes de drones FPV dont le travail, eux, est de piloter des drones qui sont moins manœuvrables parce que moins chers, qui ont des autonomies moins importantes et dont la mission est de tomber sur la cible. Et je crois que c'est le travail, quand on parle de dronistes, c'est le travail le plus compliqué en matière de pilotage, c'est le travail de pilote de drone FPV. À côté de ces équipes de dronistes, vous avez les contre-mesures qui ont été pensées, côté russe comme côté ukrainien, ce sont les capacités de brouillage. Donc vous avez des équipes, en général, d'ailleurs c'est des équipes mixtes, souvent les dronistes ont avec eux des personnels ou sont eux-mêmes formés à des moyens de brouillage. Et ces moyens de brouillage, ils sont essentiels parce qu'ils permettent de gêner l'activité des drones ennemis, soit de les brouiller, de les faire tomber, soit de rendre leur travail plus difficile, c'est-à-dire que quand vous envoyez un drone, si vous avez des capacités de brouillage très efficaces à un endroit donné, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, vous perdez l'image et vous pouvez même perdre le drone. Et à côté de ces deux premières composantes, vous avez une troisième composante, mais qui est complémentaire en fait, qui complète la galaxie des drones aujourd'hui. Ce sont effectivement ces chasseurs de drones qui en général ont été formés au pilotage des drones, aux moyens de brouillage, donc ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne. Ils sont même capables de piloter ou de brouiller des drones. Mais leur spécialité, c'est un peu les professionnels les plus aboutis dans le secteur du drone. Eux, leur mission, c'est d'aller identifier, localiser et détruire les dronistes ennemis. Et c'est particulièrement important puisqu'un droniste, ce n'est pas un soldat lambda, c'est un soldat qui a des compétences, non seulement techniques, parce que pour former un pilote de drone, il faut entre 3 et 6 mois de formation sur simulateur, 8 heures par jour, mais aussi il faut qu'il ait été formé aux explosifs et à la manière de travailler avec des drones. Il faut savoir qu'un droniste, c'est pas quelqu'un qui est à l'arrière, qui se repose dans un fauteuil avec un joystick et un casque. C'est quelqu'un qui doit aller sur le terrain, qui doit s'infiltrer, qui doit rester discret et qui sait qu'il est recherché par l'ennemi parce que le coût de sa formation, le coût des matériels qu'il utilise, il est bien plus important, bien plus élevé qu'un fantassin lambda qu'on envoie dans une tranchée pour tenir un bout de forêt ou un bout de champ. Ça n'a rien à voir. Donc, la valeur d'un droniste, elle est énorme sur le champ de bataille. Et pouvoir éliminer une équipe de dronistes, c'est comme pouvoir éliminer plusieurs blindés, en fait, ennemis. C'est une valeur pas inestimable, mais très forte. Chaque équipe de dronistes éliminée, c'est autant de blindés de son propre camp, de ses camarades, de ses copains, qui vont pouvoir se déplacer. C'est autant de camarades, d'ailleurs, on le voit dans le reportage, de fantassins, qui vont pouvoir un peu souffler, qui vont pouvoir effectuer des rotations, qui vont pouvoir récupérer du ravitaillement. Parce que en Ukraine en ce moment, et on l'a constaté, le drone d'observation, le drone FPV, est devenu le danger numéro 1, ça c'est évident, devant l'artillerie, qui était le danger numéro 1 au début de la guerre, mais surtout, il est omniprésent de jour comme de nuit. Donc, ce que nos amis auditeurs pourront voir dans ce documentaire, c'est qu'il ne se passe pas 3 minutes ou 200 mètres de distance parcourue sans que vous ayez sur votre détecteur de drone une alerte, soit d'un drone d'observation, ça vous est précisé d'ailleurs par le détecteur, soit d'un drone FPV. Voilà, donc ces chasseurs de dronistes, c'est peu connu, mais c'est aujourd'hui absolument fondamental parce qu'en fait, c'est les seuls à pouvoir faire le job. Parce que, comme je disais, les dronistes, quand ils travaillent, ils sont quasiment indétectables. Donc, pour les repérer,
il faut soi-même avoir été droniste, il faut connaître les méthodes de travail des dronistes, il faut avoir les codes et il faut pouvoir aussi, en matière d'observation, quelque chose qui est assez frappant dans le documentaire, c'est que ces chasseurs de dronistes, quand ils scrutent le terrain, les forêts ou les caves, les bâtiments détruits, ils ont des points de repère. C'est une poubelle, c'est une épave. Et en fait, chaque jour, quand ils observent le quadrillage qu'ils ont effectué du terrain en face, ils essaient de repérer les petits mouvements des éléments de décor qui peuvent signaler le passage d'un personnel, d'un fantassin, d'un véhicule, et aussi de localiser une présence, un signe de vie. C'est pour ça qu'ils se sont habitués à scruter les poubelles, parce que les poubelles, quand vous êtes dans une cave pendant plusieurs jours, il y a un moment où vous devez les sortir. Et donc ça, sur ces petits détails, toute l'attention de ces chasseurs de dronistes est portée. Alors justement, en parlant des drones, depuis 2022, le drone est-il devenu l'arme dominante de ce conflit? Et peut-on, à ce titre, parler d'une nouvelle forme de guerre moderne? Alors oui, le drone est devenu l'élément central du conflit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les soldats. Au début du conflit, il y avait beaucoup d'assauts blindés, d'assauts de fantassins, etc. Je l'ai moi-même vu à Mariupol. Et puis au fur et à mesure, le drone est apparu et puis a augmenté sa présence sur le champ de bataille avec des variantes, pas infinies, mais quand même assez nombreuses. C'est des drones qui sont capables de travailler de nuit avec des caméras thermiques, qui sont capables de larguer des obus de mortier de 120 mm de nuit sur des bâtiments. Vous avez toutes sortes de drones. Je dirais, la technologie a envahi le champ de bataille et c'est assez... la gamme des possibilités d'observation et de destruction est assez incroyable. Ceci étant, en parallèle, que ce soit côté russe comme côté ukrainien, on a mis en place des contre-mesures, ce dont je parlais il y a un instant. Puisque le drone est partout, certes, mais des deux côtés, on essaie de s'en protéger. Et donc, on a développé, on a été chercher à l'étranger, des capacités de brouillage qui font que, souvent, contrairement à la caricature qui est véhiculée en disant le drone, oui, le drone est partout, mais piloter un drone, c'est pas facile. Et quand vous avez de bonnes capacités de brouillage en face, par exemple, vous pouvez assez facilement perdre le contrôle de votre drone. Vous pouvez... il n'est pas évident, quand on pilote un drone FPV, d'atteindre une cible. Pour manier un drone FPV correctement sur une cible en mouvement, une motocross, un quad, un véhicule, il faut quand même avoir un certain niveau de formation. Ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, que quand on a un niveau de formation élevé, on représente une cible à très haute valeur pour l'ennemi. Il y a ces capacités de brouillage et il y a aussi le fait que quand en fait vous avez un espace qui est saturé sur le front par des capacités de brouillage qui arrivent, vous ne pouvez plus envoyer vos drones. Ou alors l'emploi du drone est tellement contraignant que vous devez faire appel à d'autres méthodes. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que le drone est monté en flèche sur le champ de bataille. Les mesures pour gêner les drones ou pour les rendre inefficaces sont montées en flèche aussi sur le champ de bataille. Et que quelque part, souvent, ça s'annule. Et quand ça s'annule et qu'on doit traiter une cible, qu'on a un objectif, eh bien là, quand le drone est inefficient, on appelle les blindés ou l'artillerie. Et c'est aussi ce qu'on voit dans le reportage, sur une cible qui est inatteignable par les drones parce qu'il y a trop d'interférences. Eh bien, on fait appel à l'artillerie, tout simplement parce que l'artillerie, qu'elle soit soviétique ou occidentale d'ailleurs, fait que quand vous tirez un obus, l'obus ne peut pas être brouillé. Et donc, paradoxalement, face à l'essor de ces drones, on a aussi une revalorisation des capacités qui ne peuvent pas être brouillées. Et c'est le cas de l'artillerie soviétique. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une revalorisation du système D
et des canons à l'ancienne qui, eux, fonctionnent qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quelles que soient les conditions atmosphériques, la chaleur ou le froid, et ça fonctionne toujours. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que, en fait, oui, le drone est l'élément central, mais quelque part, face au drone, il y a la revalorisation de tout un tas de matériels qui sont redevenus en fait pertinents pour lutter contre les drones. Et donc, avec l'usage des technologies de pointe dans ce conflit, est-ce que l'on peut parler d'une forme de déshumanisation de la guerre? Pour une part, oui, puisque je le disais, et les soldats le disent surtout, il n'y a plus tellement de duels de blindés ou de prise d'assaut de bâtiments, de combats de fantassins. En fait. C'est d'abord l'envoi de drones systématiquement sur les positions adverses, des drones kamikazes. Quand les adversaires sont fatigués ou sont morts par ces drones ou par les tirs d'artillerie, les bâtiments sont évacués et là, les fantassins peuvent progresser. Donc, ce qui fait que le quotidien des combattants aujourd'hui, c'est de rester souvent dans les caves, protégés, d'attendre le signal de monter à l'assaut. Mais monter à l'assaut, c'est prendre des bâtiments qui ont même été nettoyés par des drones. Et c'est en fait de laisser les dronistes travailler. C'est pour ça que la présence des dronistes, il y a des centaines, des milliers de dronistes aujourd'hui sur le front de part et d'autre. Et donc c'est fondamental, mais ça ne remplace pas le fait que quand vous voulez avancer et conquérir du territoire, vous pouvez avoir tous les drones que vous voulez. À un moment donné, il faut occuper des bâtiments, il faut prendre du terrain, il faut occuper du terrain, il faut avancer. Et ça ne peut se faire qu'avec pas tellement des blindés, surtout des fantassins. Donc le rôle du fantassin n'a pas disparu. Le drone est un élément central, et même aujourd'hui l'élément central peut-être, peut-on dire. Mais il n'occupe pas l'intégralité du champ de bataille. Il y a toujours des fantassins. Leur travail est rendu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dangereux avec ces drones. Autrefois, il y avait les duels, il y avait les assauts sur des bâtiments, il y avait le risque de tir d'artillerie, etc. Aujourd'hui, le drone a multiplié les dangers par 10. Souvent, les fantassins nous disent que les Ukrainiens peuvent envoyer 5-10 drones sur une seule cible pour être sûr de l'atteindre et de la détruire. Et cette cible peut être juste un simple fantassin. Tout simplement parce que la quantité de drones produite et présente des deux côtés, elle est phénoménale. Donc, je dirais c'est du consommable et on envoie ça comme on enverrait des grenades. C'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose et on peut se permettre de répéter les tirs et de s'acharner jusqu'à la destruction d'une cible. Voilà. Ceci étant, pour que les dronistes puissent travailler sur des cibles sur le front, il faut qu'eux-mêmes puissent être à proximité de la ligne de front. Et pour être à proximité de la ligne de front, quand la ligne de front avance, eh bien, il faut qu'ils puissent être protégés. Et tout ça ne se fait qu'avec le soutien d'autres armées, l'infanterie, l'artillerie, la logistique et les chars. Sans l'ensemble de ces composantes, en fait, les dronistes ne pourraient pas faire grand-chose. Et enfin, Charles, où est-ce que les auditeurs peuvent retrouver votre documentaire ? Alors, ce documentaire, Chasseurs de dronistes, ils peuvent le retrouver sur l'application mobile Omerta, qui se télécharge très facilement sur Apple Store, Google Play, via notre site internet www.omertamedia.fr. Et j'en profite pour souligner, comme je le disais en introduction, que ce travail de terrain, seul Omerta est capable de le faire. Il y a beaucoup de commentateurs de cette guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur les drones, sans en avoir jamais vu un. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis sur la guerre, qui s'autoproclament experts. Il n'y a que sur Omerta qu'on peut trouver de l'analyse tirée
d'un travail de terrain. Et si on veut comprendre la guerre aujourd'hui en Ukraine et l'avenir de la guerre, en fait, parce que le drone ne partira pas, le drone est devenu sur cette guerre en Ukraine un élément fondamental du champ de bataille, eh bien, il faut aller voir notre documentaire Chasseurs de dronistes et aussi nos autres documentaires, que ce soit sur l'Ukraine, mais aussi, je tiens à le préciser, on a traité depuis 2 ans et demi de beaucoup de thématiques, que ce soit la Syrie, l'Afghanistan, des thématiques aussi nationales, sociétales, fondamentales. Ce travail d'investigation, d'enquête, de reportage de terrain, seul Omerta le fait le boulot. Et donc, si nos amis souhaitent nous soutenir, il faut télécharger l'application et vous abonner. Voilà, nous n'avons aucune subvention. Votre soutien est absolument fondamental. Merci beaucoup Charles et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Joséphine. D'ailleurs, chers abonnés, nous avons une surprise pour vous. Nous vous offrons les 10 premières minutes de notre documentaire Première ligne, épisode 2, Chasseurs de dronistes. Bon visionnage. Только просто прилетело сюда, понял? А ну целое было. À la guerre, parfois, même les grands fauves échappent à la mort. À notre arrivée, quelque part dans le Donbass, ces soldats russes souhaitent nous montrer leurs prisonniers. Un ours, un loup, rescapé du bombardement d'un zoo, et des soldats ukrainiens. Ils bénéficient d'un régime aménagé. Plutôt que de croupir dans une cellule, ils s'affairent à la réfection d'un bâtiment touché par une frappe d'HIMARS américain. Capturé dans les environs de Tchassiviar, Mikhail connaît la mort. La grande faucheuse est passée tout près de lui, emportant ses camarades. Вышли на позицию, нас обстреляли, мы забежали в дом. И в дом попал дрон. Попал дрон, и крыша дома упала на нас, 2 сразу убила, 1 ранило. Все, мы потом сидели в этом доме, нас обстреливали и наши, и русские. И получается, что потом мы минут там 40 просидели, может чуть больше, может меньше. Ну точно я вам не скажу. И я пополз там посмотреть другое место от этого дома, чтобы ну где-то могли мы 4 укрыться. Да. Я пошел, пополз посмотреть, возвращаюсь назад, и те, что 2 с нами было, они оставили раненого и убежали. Мы там 2 дня просидели в яме, потом русские солдаты подошли, говорят, что сдавайтесь, будете живы-здоровы. C'est ça la guerre. Le retour à l'état de nature, où chaque fauve peut devenir la proie d'un autre. Lendemain matin, 7 heures. Pas de temps à perdre, la neige qui tombe à gros flocons sonne le signal du départ pour Bakhmout. Nous n'avons que quelques minutes pour préparer nos affaires et embarquer dans cette camionnette Bukhan chargée d'apporter du ravitaillement aux premières lignes.
la neige et des températures hivernales augmentent nos chances de survie lors de notre trajet, car les drones kamikazes ukrainiens sont omniprésents sur cet axe. Mais elles ne suffisent pas. À peine 15 minutes que nous roulons et nous effectuons un premier arrêt au garage. Notre assurance vie est un brouilleur de drone situé sur le toit du véhicule. Notre chauffeur veut y faire effectuer quelques ultimes réglages par un spécialiste. On n'est jamais trop prudent. L'axe que nous empruntons, les soldats l'ont baptisé la route de la mort. 60 km en ligne droite vers l'enfer. Cette portion d'asphalte, défoncée entre Bakhmout et Tchassiviar, est devenue la route la plus dangereuse du monde. Elle est stratégique pour les Russes, car elle permet d'approvisionner leurs unités d'assaut qui progressent dans le bastion ukrainien. Avec l'omniprésence de toutes sortes d'engins volants, toute présence humaine est traquée par l'ennemi. Les derniers kilomètres se font sous la protection de filets anti-drones installés pour protéger les convois. Ivan, notre chauffeur, connaît bien cette route. Беспилотник. Спросов нет, а FPV, да, застряет, цепляется. То есть это эффективно, Путается, Да, эффективно, путается в конечно. сетке. А давно поставили? Да, уже давненько, но тут каждый день ребята работают, днем и ночью. Поэтому, Et больше, да. Cette protection reste relative, mais c'est mieux que rien. De jour comme de nuit, les véhicules sont peu nombreux. Можешь объяснить, это что такое? Это рэп. Антидроновые локаторы наверху стоят. Как говорится, на Бога надейся, на сам не плашай. Сетки сетками, а рэп должен. Это Булат. Детектор Обнаружение дронов. ребятам покушать. Самих ребят привожу на ротации. Отсюда забираю раненых, забираем. Работаем. FPV. Дроны FPV. La ville est déserte. Elle n'est plus qu'un amas de ruines qui témoigne de la violence des combats urbains que se sont livrées les troupes ukrainiennes et celles de Wagner. Мы сейчас едем на базу «Ночным волкам». Это подразделение дикой дивизии. Непосредственно сейчас едем к ребятам, которые сидят на мониторе, да, и занимаются аэроразведкой. Да. То есть смотрят, как работают наши подразделения ВПВА и занимаются перехватом сигнала подразделений ВПВА противника, то есть украинских. Вот. Сейчас приедем на месте, все посмотрим. Вот. Такие дела. Pour rejoindre ces chasseurs de drones, pas question de risquer une camionnette. Il nous faudra finir à pied. C'est un décor d'apocalypse qui se dresse tout autour de nous. Nous progressons dans ce dédale de ruines. À l'extérieur, rien ne bouge. Tout semble figé. Le temps s'est arrêté.
On pourrait croire que la vie a déserté les carcasses de béton de ces immeubles éventrés par des bombes de tout calibre. La tanière des chasseurs de drones est là quelque part, dans une cave que nous rejoignons. La chasse démarre ici. Vladimir est le chef d'une unité anti-drone chargée de la détection et du brouillage des appareils ennemis. И все. А со временем, вы сами видите прекрасно, инновации, электроника, она, как это сказать, слово-то, блин, процветает, а война совсем другая стала. Абсолютно другая. За год изменилось очень многое изменилось за год. Я говорю, вплоть до машин на электропультах, которые сами ездят, сами летают, и чуть ли не пулеметы на них устанавливают, и гранатометы устанавливают, и дистанционная война, скажем так, дистанционная.